Le système immunitaire. On le voit comme notre gardien, notre armée personnelle. Mais imaginez une seconde que cette armée, si bien entraînée, commette une erreur critique, et se retourne contre nous. C'est ça l'histoire un peu folle de l'hypersensibilité de type 2. Voilà la question centrale. Comment ces protecteurs, ces soldats d'élite, deviennent-ils soudain des agresseurs? C'est un véritable scénario de tyrannie, mais à l'échelle microscopique, où les défenses ne distinguent tout simplement plus l'ami de l'ennemi. Et c'est ce mécanisme précis qu'on va décortiquer. Alors, avant toute chose, mettons un point au clair. L'hypersensibilité, ce n'est pas du tout une faiblesse du système immunitaire. C'est même le contraire. C'est un excès de zèle. Le système est si puissant, si réactif, qu'il finit par provoquer des dommages en essayant de faire son travail. Et parmi toutes ces surréactions, celle de type I est particulièrement fascinante. Pourquoi? Parce que tout repose sur une simple erreur d'identification. Le système immunitaire se trompe, il marque des cellules, nos propres cellules ou des cellules inoffensives, comme étant des cibles à détruire. Bon, pour bien comprendre ce drame qui se joue au niveau cellulaire, il faut d'abord faire connaissance avec les acteurs principaux, ceux qui sont impliqués dans cette tragique erreur d'identité. Tout commence avec lui, l'antigène. C'est en quelque sorte la carte d'identité moléculaire qui se trouve à la surface de nos cellules. Le problème, c'est quand le système immunitaire se met à lire cette carte de travers et considère une identité tout à fait légitime comme on menace à éliminer d'urgence. La cible, cet antigène, peut donc être une partie de nos propres cellules. On parle alors d'auto-antigène. Mais elle peut aussi venir de l'extérieur, comme des cellules d'une transfusion sanguine. Dans ce cas, c'est un allo-antigène. Et dans les deux scénarios, le système immunitaire peut les identifier, à tort, comme des ennemis. Ensuite, dans notre histoire, entrent en scène les anticorps, plus précisément les IgG et les IgM. Il faut les voir comme des agents qui placent des traceurs GPS sur les cibles. Une fois qu'un antigène est marqué par l'un de ces anticorps, son sort est, disons, quasiment scellé. Et pour finir, voici l'équipe d'intervention ou l'équipe de nettoyage. D'un côté, on a les cellules phagocytaires, comme les macrophages, qui sont là pour littéralement manger les cibles marquées. De l'autre, le système du complément, qui est un ensemble de protéines agissant comme une équipe de démolition. Ce sont eux qui font, le sale boulot. Maintenant qu'on connaît les protagonistes, voyons comment l'attaque se déroule concrètement. Parce que cette équipe de nettoyage n'a pas une, mais bien 3 stratégies principales pour éliminer ces cibles. Ces 3 tactiques sont: primo, l'opsonisation, où la cible est en quelque sorte assaisonnée pour être dévorée plus facilement. Secondo, la phagocytose frustrée, une attaque brutale contre une cible bien trop grosse. Et tertio, l'ADCC, qui est une sorte d'exécution ciblée menée par des cellules tueuses d'élite. Allons voir ça de plus près. L'opsonisation, c'est la méthode la plus directe. Les anticorps et les protéines du complément viennent enrober la cellule cible. C'est un peu comme ajouter de la sauce sur un plat. Ça la rend irrésistible pour les phagocytes, qui n'ont plus qu'à l'engloutir. Mais que se passe-t-il si la cible est trop grosse pour être avalée? Par exemple, une membrane de tissu dans un rein. C'est là qu'intervient la phagocytose frustrée. Le macrophage, incapable de manger sa proie, s'énerve et déverse tout son arsenal d'enzymes destructrices à l'extérieur. Résultat, des dégâts massifs dans tout le voisinage. Et enfin, il y a l'ADCC, une tactique beaucoup plus chirurgicale. Ici, les anticorps ne font pas appel aux gros bras, mais à des forces spéciales, les cellules tueuses naturelles ou cellules NK. Elles se lient aux anticorps déjà fixés sur la cible et lui injectent des substances mortelles. C'est une exécution nette, précise et directe. Forcément, ces mécanismes, même s'ils sont conçus pour protéger, peuvent avoir des conséquences absolument désastreuses. Commençons par voir ce qui se passe quand ils ciblent des cellules qui viennent de l'extérieur, mais qui sont pourtant amies. Prenons l'exemple d'une transfusion sanguine. C'est un cas d'école. On reçoit des cellules pour sauver une vie, mais si le système immunitaire les perçoit comme une menace, le remède peut devenir pire que le mal. Tout ça, c'est une histoire de compatibilité, la fameuse compatibilité ABO. Regardez, une personne du groupe A, par exemple, a naturellement dans son sang des anticorps anti-B. Si on lui transfuse du sort de groupe B, c'est le drame. Ces anticorps anti-B vont immédiatement se jeter sur les nouveaux globules rouges et les marquer pour destruction. On est en plein dans une hypersensibilité de type 2. Un autre exemple, tout aussi poignant, c'est la maladie hémolytique du nouveau-né. Ici, la cible identifiée par erreur, c'est le propre bébé de la mère. Alors comment ça marche? Imaginez une mère rhésus négative qui attend un bébé rhésus positif. Lors de la première grossesse, si un peu de sang du bébé passe dans la circulation de la mère, son système immunitaire va être sensibilisé et commencer à fabriquer des anticorps anti-rhésus.
Pour la deuxième grossesse, si le bébé est aussi rhésus positif, ces anticorps sont déjà là, prêts à l'attaque. Ils traversent le placenta et s'en prennent aux globules rouges du fœtus. Mais le scénario peut devenir encore plus sombre. C'est quand l'erreur d'identité ne concerne plus des cellules étrangères, mais nos propres tissus. Et là, on entre dans le domaine des maladies auto-immunes. Le syndrome de Gout-Pasture en est un exemple terrible. Ici, les anticorps s'attaquent directement aux reins et aux poumons. Regardez cette image. Toutes les zones vertes brillantes, ce sont les dépôts d'anticorps. C'est la preuve visuelle d'une attaque massive qui se fait souvent par phagocytose frustrée et qui détruit tout sur son passage. Mais attention, la destruction n'est pas la seule option. Dans d'autres maladies, comme la myasthénie grave, l'attaque est bien plus subtile. Les anticorps ne tuent pas les cellules musculaires. Non, ils se contentent de bloquer les récepteurs qui sont censés recevoir les signaux nerveux. Résultat, le muscle ne reçoit plus l'ordre de se contracter et une faiblesse s'installe. Ce n'est pas une attaque par destruction, mais par blocage fonctionnel. Au final, tout ceci nous montre bien une chose. Le système immunitaire évolue sur une ligne de crête incroyablement fine. C'est un gardien d'une puissance phénoménale, mais qui, à tout moment, peut basculer de protecteur à destructeur. Et ça nous amène à une question beaucoup plus profonde. Et si la santé, finalement, ce n'était pas l'absence totale de maladie, mais plutôt la gestion permanente de cet équilibre fragile? Et comment est-ce que ça change notre façon de voir la médecine et le bien-être? C'est une question qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse.